Bonjour, toujours avec les cours de médecine physique et réadaptation. Aujourd'hui, je vais entamer avec vous le cours de paraplégie tétraplégie. Comme plan de cours, introduction, puis on va voir avec ensemble les étiologies, la clinique, comment prendre en charge un blessé médulaire en service de médecine physique et réadaptation. Ensuite, la surveillance et je termine par une conclusion. Donc, c'est quoi un para, c'est quoi un tétraplégie? Donc, paraplégie, c'est la paralysie sans équivalent motrice des deux membres inférieurs avec ou sans atteinte du tronc. Donc, l'atteinte du tronc, ça peut être présente comme elle peut être absente. Par contre, la tétra, c'est l'atteinte des quatre membres plus le tronc. Donc, l'atteinte du tronc est fixe ici. Par contre, dans la para, elle peut être absente comme elle peut être présente. J'insiste sur ce point. La paraplégie et la tétra se caractérisent par quatre choses: un niveau vertébral, un niveau neurologique, le caractère complet ou incomplet et le caractère flascospastique. Un niveau vertébral, c'est-à-dire on dit que c'est un para ou c'est un tétra. Par exemple, on dit D6, D7. Donc c'est pour dire que le niveau vertébral, là où il est touché. Le niveau neurologique, c'est pour dire voilà où c'est-à-dire où s'arrêtent les déficits moteurs et sensitifs. Le caractère complet ou incomplet, donc tout dépend de l'examen clinique que je vais détailler tout de suite. Et le caractère flascospastique, flasque c'est hypotonique, spastique c'est hypertonique. Donc c'est des phases dans la paralysie et que je vais aussi bien expliquer. Les étiologies. Donc il y a deux causes. Globalement, il y a des causes traumatiques ou non traumatiques. Traumatiques, c'est les plus c'est les causes qui prédominent dans 78%. Ça peut être des accidents de circulation chez les sportifs, les plongeurs, manipulation vertébrale. Pour les causes non traumatiques, ça peut être une cause infectieuse comme le mal de Pott, la brucellose, la gone syphilitique, abcès de staphylocoque, donc tout ce qui touche la moelle épinière, ou bien cause vasculaire, un enjeu médulaire, dissection de l'aorte abdominale, donc manque de vascularisation de la moelle épinière. Bref, nous avons vu la différence entre tétra, para, étiologie, maintenant la clinique. Donc, dans la paralysie, ce soit, c'est-à-dire des quatre membres tétra ou des deux membres sup avec ou plus ou moins tronc, c'est la para. Donc, il y a des troubles sur des plans différents. Vu que la moelle épinière est touchée, donc ça peut être le plan moteur qui est touché, donc ça me donne des troubles moteurs, ou bien donc il y a des troubles aussi sensitifs, donc il y a des troubles sphinctériens, vésico-intestinaux, génitosexuels, neurovégétatifs, respiratoires et sans oublier les douleurs. Donc les douleurs aussi font partie du tableau clinique. Maintenant, je détaille trouble par trouble. Je commence par le trouble moteur. La motricité, il y a deux types. Il y a la volontaire, la motricité volontaire et il y a la motricité réflexe. Donc, si la motricité volontaire qui est touchée, on dit qu'il y a une paralysie ou parésie. Et j'ai déjà fait la différence dans le cours précédent, dans les paralysies nerveuses périphériques. Donc, parésie, c'est un muscle qui est côté c'est-à-dire 3 ou 4 mais par contre paralysie c'est à 0 côté à 0 selon c'est-à-dire la cotation du test musculaire. La motricité réflexe,
c'est donc quand le réflexe ou le tonus musculaire qui est touché, là je dis est-ce que c'est une paralysie flasque ou spastique. Donc s'il y a une hypertonie, on dit que c'est une paralysie spastique. S'il y a une hypotonie, une flaccidité, c'est une paralysie ou paraplégie flasque. Deuxièmement, les troubles sensitifs. Les troubles sensitifs, donc, toujours comme la motricité, il y a deux volets. Donc, ici, sensibilité superficielle ou profonde. La sensibilité superficielle, quand elle est touchée, ça me donne anesthésie ou hypoesthésie et un grand risque. Donc, s'il y a une anesthésie, c'est un grand risque de survenue d'escarres. Pour la sensibilité profonde, il y a la sensibilité kinesthésique et paresthésique. C'est quoi kinesthésique, paresthésique? Donc la kinesthésie, c'est la perception des déplacements des différentes parties du corps. Par contre, la paresthésie, c'est la perception des vibrations. Donc les deux font partie de la sensibilité profonde et les deux peuvent être touchés. Donc ça c'est un petit rappel. Donc c'est les différents dermatomes. Chaque racine innerve une partie précise du corps. Donc je vous invite à bien l'apprendre parce que ça aide vraiment. Donc vous aurez besoin de ce schéma dans votre examen clinique. Bon. J'ai un patient, un tétra ou un para, donc qui a des troubles moteurs, des troubles sensitifs. Je dois l'évaluer selon une échelle ou un score ou donc l'association donc américaine du blessé médulaire donc a fait une échelle ou une classification qui s'appelle la classification ASIA. Donc la classification ASIA, donc selon les troubles sensitifs et moteurs, aussi avec donc le caractère complet et incomplet, je peux classer mon patient en 5, donc il y a 5 classes, 5 grades. Il y a le ASIA A, ASIA B, ASIA C, ASIA D et ASIA E. J'explique. ASIA A. Donc c'est un patient qui n'a aucune sensibilité, aucune motricité et surtout, donc le territoire S4, S5. Donc le territoire S4, S5, c'est comment donc savoir est-ce qu'il y a une motricité, c'est-à-dire dans ce territoire, c'est à travers le toucher anal. S'il y a une contraction anale, là on dit que le S4, S5 c'est-à-dire n'est pas touché. Par contre, s'il n'y a pas de contraction anale, là il est touché et il est classé A. Donc ça, là, pour vous dire que le A et le B sont presque les mêmes. Qui fait la différence, c'est le territoire S4, S5. Asia C et Asia D, c'est la même chose presque. Il y a une seule différence, une petite différence. Donc les deux, la motricité préservée au-dessous du niveau lésionnel. Mais quand je teste les muscles, donc il y a 10 muscles à tester, si plus de la moitié des muscles testés ont un score inférieur à 3, là je dis que c'est un ASIA C. Par contre, si la moitié, au moins la moitié des muscles testés ont un score égal à 3 ou plus de 3, là c'est un ASIA D. Et pour l'ASIA E, donc c'est une personne donc qui a une sensibilité, une motricité qui sont normales, mais certes, ça peut persister donc des anomalies de réflexe, mais pour la sensibilité, la motricité, rien à signaler. Là, donc c'est de façon, c'est-à-dire résumé, bref, j'ai pas entré dans les détails, il y a c'est sûr des détails, mais pour les externes, c'est le plus important.
Bon, il y a des troubles moteurs, des troubles sensitifs, il y a aussi des troubles sphinctériens. Et si donc il y a si le trouble vésico-urinaire si s'installe, donc j'aurai une vidange qui est incomplète et donc mon patient a toujours besoin d'aide pour évacuer le contenu vésical et rectal. C'est pour cela, je vais dans la prise en charge, je vais mentionner donc cette prise en charge grâce par des sondages, donc je vais détailler ce point-là. Les troubles neurovégétatifs, surtout quand les lésions sont cervicales et dorsales hautes. Là, j'aurai deux types de troubles, l'hyperréflectivité autonome et l'hyper ou l'hypothermie. L'hyperréflectivité autonome, c'est un ensemble de signes qui font partie qui font partie du tableau végétatif. Donc, un pic hypertensif, des céphalées, irritants, des frissons, horripilations, des sudations. Donc, presque c'est des signes, donc sont tous des signes donc, qui font partie du tableau végétatif et comme cause de déclenchement, donc ça peut être un escarre, globe vésical, infection urinaire. Donc il faut toujours chercher quand mon patient fait ce tableau-là, faut chercher la cause qui a déclenché cette hyperréflectivité autonome. Hyper ou hypothermie, donc parce qu'il n'y a pas de régulation de la vasomotricité dans le territoire sous-lésionnaire, c'est pour cela le patient souffre toujours il vous dit voilà, je me sens froid, je me sens il fait chaud, il faut froid, donc ça je me sens que mon membre est froid, donc ça c'est normal, ça fait partie des troubles neurovégétatifs. Les troubles génitaux sexuels. Donc, chez l'homme, ce qui est touché, c'est l'érection réflexe et l'éjaculation. Par contre, chez la femme, beaucoup plus, c'est la sensibilité. Elles ne sont pas, lors des rapports, pas de perception, pas de sensation, mais après, elle peut, après quelques mois, c'est-à-dire elle peut être à nouveau féconde et tout passe le plus normalement possible. Les troubles respiratoires, par atteinte des muscles respiratoires, les intercostaux, le diaphragme, les abdominaux, donc tout dépend du niveau lésionnel, c'est très important. Il y a aussi je peux dire que ce n'est pas un trouble, mais plutôt une complication. L'immobilité donne ce qu'on appelle la déminéralisation osseuse. Donc, toujours les patients qui sont alités, font des ostéoporoses, mais il faut mentionner une chose, c'est que certes, ils font une déminéralisation osseuse, mais ça retentit sur le plan urinaire par des calculs qui se forment parce que immobilité veut dire une stase, veut dire surtout sur la vicine, surtout s'il y a aussi des problèmes vésico-sphinctériens, donc le patient ne fait pas sa vidange vésicale complète et un risque important sur le haut appareil urinaire. C'est pour cela, toujours on demande aux patients de bien boire, de faire ses vidanges de façon la plus complète possible pour éviter cette complication. Le vif du sujet. Comment prendre en charge un blessé médulaire dans le service impérial. Là, quand le patient entre à notre service, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait un bilan complet, un bilan clinique complet. Premièrement, un interrogatoire, comment c'est passé, c'est-à-dire le mécanisme,
Est-ce qu'il a fait des médicaments, est-ce qu'il a utilisé des médicaments, est-ce qu'il a des examens cliniques, voilà, voilà. Puis un bilan trophique, est-ce qu'il a des escarres, est-ce qu'il y a une amystrophie et une thrombophlébite, un bilan orthopédique, on mesure, donc on mesure les amplitudes, est-ce qu'il y a une attitude donc vicieuse, des rétractions, tout. Donc un bilan neuromusculaire, la sensibilité, le tonus, on fait aussi même les réflexes, donc le tout, visico-sphinctérien que je vais détailler seul, donc en dernier, et puis le bilan fonctionnel pour voir donc est-ce que ce patient est autonome dans sa vie quotidienne ou non, c'est-à-dire dans son milieu professionnel, est-ce qu'il peut gérer la situation ou pas, et un bilan psychologique très très important. Je veux juste faire attention à une chose sur le plan orthopédique. Donc, je cherche, est-ce qu'il y a des para-ostéo-arthropathies? Donc, les para-ostéo-arthropathies sont des ossifications qui sont périarticulaires, donc qui sont périarticulaires et qui se trouvent en général dans les grosses articulations, par exemple la hanche, le genou. Ça retentit vraiment donc il y a des conséquences sur le plan fonctionnel, donc il y a sur la fonction plutôt de l'articulation, et je peux les prévenir c'est-à-dire par des traitements, par des mesures donc d'hygiène, ou bien donc on peut faire une ostéomectomie à la phase de maturation. Donc il y a des phases, c'est des phases donc phase chaude, phase froide. Refaire certains examens aussi complémentaires, donc tout dépend donc de l'examen qu'a ramené avec lui le patient, tout dépend de la situation, donc chaque cas est un cas. L'essentiel, c'est qu'en général, on demande un bilan biologique, des radios standards, ECBU pour voir donc s'il y a une infection ou pas, échographie pour voir le haut appareil et cystomanométrie. Très bien. Maintenant, la prise en charge proprement dite. Donc, elle se fait en deux phases. Donc, la première phase, donc c'est la phase du choc spinal. C'est le choc spinal. Donc, cette phase, elle est de 3 à 12 semaines. Là, c'est une paralysie flasque. Donc, qu'est-ce que je peux faire à mon patient? Donc, il y a des buts à faire. Des buts, je travaille pour des buts. Je préviens les complications du décubitus. Je, je fais donc, je veille pour une verticalisation progressive. Donc, autonomie au lit, autonomie sur fauteuil roulant et prise en charge psychologique. Comment? Par des moyens donc médicamenteux, par la kiné, par l'ergo, appareillage, la psychothérapie. Maintenant, je vais donc expliquer but par but. Donc, comment faire, qu'est-ce que j'aurai comme résultat. Donc, premier but, prévention des complications du décubitus. Donc, à savoir que je sais que les externes, vous avez un cours sur les complications du décubitus. Donc, je vais le faire donc prochainement et je vais détailler beaucoup de points ici. Donc, je vais expliquer juste brièvement pour donc chaque geste, pourquoi je le fais, mais vous aurez votre cours prochainement, Inch'Allah. Première chose, donc je dois donner à mon patient l'héparine, plus des bas de contention et la déclivité pour éviter la stase veineuse et pour éviter les troubles thromboemboliques.
Les retournements toutes les 3 heures et matelas anti-escarre, justement, c'est pour les escarres. Même l'alimentation hypercalorique, c'est un traitement c'est un traitement dans les escarres. Décharger les ondes d'appui, même chose, dans le même but. Soin de la literie, bon positionnement au lit, donc pour éviter cette charge sur les, les ondes d'appui. Vidange vésicale et rectale, parce que un patient mouillé, beaucoup de macération et accélération du processus d'escarre, acidification des urines. Pourquoi? Parce que avec l'alitement, le patient fait beaucoup d'infections urinaires, beaucoup infections pour éviter, il faut acidifier les urines par la vitamine C et il faut boire beaucoup d'eau et changement régulier de la sonde à demeure, justement dans le même but pour éviter l'infection urinaire. Entretien articulaire et musculaire, parce qu'avec l'alitement et tout, les articulations c'est-à-dire il y aura une raideur articulaire, et là je dois entretenir les articulations et les muscles de mon patient, et un travail respiratoire tout au long euh, tout au long voilà le matelas anti-escarre. Deuxième but, c'est la verticalisation progressive. Donc voilà, regardez comment, donc c'est un para ou tétra, donc qui est sur cet appareil. Donc regardez très bien, là c'est une verticalisation qui n'est pas complète, là presque complète, là aussi, regardez très bien. Ça a un effet même psychologique, hein. Donc les patients se sont donc capables c'est-à-dire le plus normalement possible. Et même la verticalisation progressive a un intérêt pour les membres inférieurs pour éviter les complications thromboemboliques. Les aides techniques, donc c'est des aides, donc regardez ça, c'est le tapis roulant, donc je prépare mon patient pour être autonome sur fauteuil roulant dans son lit, donc pour passer du fauteuil au lit et du lit au fauteuil. Ça c'est pour maintenir l'articulation en position de fonction pour éviter donc les raideurs. Donc c'était la première phase, juste une phase, si je peux dire, une phase préventive. Voilà. Maintenant, dans la deuxième phase, donc je vois après 12 semaines, est-ce que la paralysie flasque est-ce que cette paralysie est devenue spastique, ou bien elle reste toujours flasque. Si elle reste toujours flasque, c'est qu'il y a une nécrose de la moelle. Mais si elle devient spastique, c'est que je suis dans la phase de l'automatisme médulaire. Si la paralysie reste flasque, je continue avec les mesures préventives. J'essaye j'essaye que mon patient soit autonome sur son fauteuil roulant. Je le prends en charge sur le plan vésico-sphinctérien et sur le plan psychologique. Maintenant, s'il devient spastique, là, ça reste donc c'est-à-dire la même conduite, sauf que je dois traiter sa spasticité, donc si elle est gênante, la spasticité gênante, parce que par exemple, imaginez que le biceps, par exemple, est spastique. Il garde toujours une flexion du coude. Il ne peut pas, par exemple, prendre une chose, par exemple, prendre une pomme pour manger. Donc, c'est vraiment gênant.
Rééducation de la marche à Paris, donc je l'aide par des attelles, des orthèses chiropédieuses, de grands appareils de marche comme vous voyez ici. Donc c'est des appareils qui aident dans la marche. L'ergothérapie pour les membres supérieurs, ergothérapie c'est faire et c'est traité par le travail. Donc, donc on lui donne des gestes à faire pour manipuler ses doigts, les mains, pour justement pour le réinsérer dans son milieu professionnel, dans son milieu social. Toujours, il faut le prendre sur le plan physico-sphinctérien et psychologique. La prise en charge physico-sphinctérienne est très très importante. Donc, justement, c'est pour obtenir l'équilibre et pour préserver au maximum le haut appareil urinaire. Et pour cela, je dois passer donc par des étapes pour typer la vessie de mon patient. Premièrement, je lui donne donc la fiche mictionnelle. Donc, quand le patient entre au service, première chose, fiche mictionnelle. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fiche? Le volume d'urine, est-ce qu'il y a des fluides ou pas, donc le volume de boisson, c'est-à-dire la durée de propreté, c'est-à-dire le changement de couche, ce qu'il fait, donc la sensation du besoin. Et toujours, il faut mentionner le taux, même l'heure, donc par ici, comme vous voyez, donc l'heure, le volume, sensation, fluide urinaire, et même les fluides selon l'importance. Une croix, deux croix, trois croix, donc voilà. Et puis le type de miction, est-ce que c'est une miction donc en jet, est-ce que c'est une miction continue, est-ce que c'est une miction qui est interrompue, donc tout cela donc à travers un interrogatoire qui sera très très détaillé. Cystomanométrie, donc voilà la salle de cystomanométrie. Donc là le patient s'installe ici, l'appareil donc qu'on fait pour mesurer les pressions et tout, donc un ordinateur pour traiter les informations. Maintenant, l'assisto, donc on a dit donc typer la miction, l'assisto, le MG du sphincter, donc on peut demander comme on peut ne pas le faire, donc tout dépend. Et enfin, donc après collection donc de toutes les informations, on va conclure est-ce que donc la vessie est automatique ou vessie autonome. Vessie automatique, c'est une vessie hyperactive. Beaucoup de mictions, il fait beaucoup de mictions, donc la durée entre une miction et une autre, donc même pas, donc il vous dit par exemple chaque demi-heure il entre pour faire son besoin, donc là c'est une vessie hyperactive. Et vessie autonome, c'est une vessie hypoactive. Donc il faut mettre en tête donc ces deux termes-là, automatique et autonome. Très bien. Les critères d'une vessie équilibrée. Les mictions sont espacées, donc de 2 à 3 heures. Du reste des 24 heures de 1,5 à 2 litres. Par exemple, si je vous dis par exemple, je fais que, dans les 24 heures, je fais que 0,5 litres. Cela veut dire qu'il a un résidu post-mictionnaire important. Sa vessie est en train de souffrir. Résidu post-mictionnaire, normalement, il est nul ou inférieur à 50 cc. S'il est important, là, c'est un grand risque pour le haut appareil urinaire. Les fluides, normalement, elles sont absentes au minimum. Donc, si elles sont importantes, donc c'est un problème sphinctérien. Les urines doivent être stériles et l'intégrité du haut appareil urinaire. Certes, quand le patient sort du service, on doit toujours le surveiller par des contrôles réguliers. On demande la fonction rénale chaque 6 mois, le CBU une fois par mois pendant la première année et puis une fois chaque 3 mois
et ça c'est à vie. Échographie chaque 6 mois pendant les 2 premières années et puis une fois, donc la troisième année c'est une fois et puis après la troisième année c'est une fois chaque 3 ans. Donc ça c'est à vie. S'il n'y a pas de problème bien sûr. Je conclus donc la TESRA à la para c'est un véritable problème de santé publique. Surtout donc si elle touche le sujet jeune, vu le coût, vu donc le manque de politique de réadaptation et de réinsertion, donc c'est un véritable problème. La prise en charge dans un centre donc comme chez nous donc à Azur Plage donc n'est pas n'est pas pour euh, pour les déficiences, donc juste des déficits moteurs ou bien le déficit sphinctérien ou bien pour les problèmes orthopédiques, mais justement pour permettre de pallier aux incapacités et de réduire le handicap de ces personnes par les techniques classiques de rééducation couplées au progrès de la chirurgie. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Comme je vous ai dit, il y a des cours qui vont venir, donc surtout le cours de complications du décubitus. Merci et à bientôt.